Excusez-moi. Alors, bienvenue d'être ici aujourd'hui. Mon nom est Philippe Darche. Je vous souhaite la bienvenue à la session Web 2.0. Géomatique est organisée par la section de la CSG, section Montréal. Premièrement, nous tenons à remercier notre partenaire principal, le gouvernement du Québec. Pour la durée de la session, je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos cellulaires de façon à pouvoir donner à nos conférenciers un environnement sans bruit, sans distraction. Notre premier conférencier, Sébastien Provencher de Nidium, c'est de la conférence « S'embarrer dehors à Londres » et l'avouer sur Twitter. Alors, M. Provencher. Merci beaucoup. Ça prendrait la présentation. Voilà. En fait, petit changement sur le titre, j'ai utilisé « S'embarrer dehors à New York », donc j'ai pour des exemples un peu plus nord-américains. Donc, non, je ne suis pas Sylvain Carle. Vous avez peut-être vu dans le programme, c'était Sylvain Carle qui devait être ici aujourd'hui. Sylvain, c'est mon partenaire chez Nidium. On a cofondé cette compagnie il y a déjà 4 ans. Sylvain a été nommé directeur du jury pour les prix Boomerang, donc organisé par Infopresse, et malheureusement pour lui, et peut-être heureusement pour moi, la journée où il jugeait les pièces, c'est aujourd'hui. Donc, je l'ai remplacé à pied levé. Mon background, donc mon expérience, j'ai 12 ans d'expérience en recherche locale, donc ce qui s'appelle le local search, la capacité de trouver des entreprises sur le web, pensez aux pages jaunes, pensez à Google Maps, des choses comme ça. Et donc, après plusieurs années passées au groupe Page Jaune où j'étais responsable de la stratégie Internet, donc j'ai quitté, j'ai créé ma propre compagnie, Nidium, donc je reparlerai un peu plus tard. Mes grands intérêts, et vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça un peu plus tard, mes grands intérêts donc sur le web, c'est le local, donc les quartiers, les villes, les commerçants, des choses comme ça. Le social, donc le social, médias sociaux, Facebook, Twitter, les blogs, les choses comme ça. Et aussi, donc, les données volumineuses, donc les données structurées et volumineuses qu'on appelle le big data, parce qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, on se retrouve dans un univers où il y a énormément d'informations à filtrer. Donc, aujourd'hui, mon exercice, ma présentation, ça va être de vous montrer un exemple, donc qui est l'exemple de Nidium, comment on a utilisé les données dans Twitter, donc les données géographiques dans Twitter pour créer une entreprise et peut-être vous inspirer aussi dans vos propres projets. Donc, juste pour vous situer, l'ADN de la recherche locale, donc la recherche d'entreprise, se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est celui des inscriptions de base que vous retrouvez dans des sites comme pagejaune.ca. Et vous avez une autre vision du monde qui est la vision plus cartographique qu'on retrouve chez Google Maps. Donc, le système de cartes qui permet à travers donc, une visualisation de cartes de trouver des entreprises dans votre quartier. Donc, ça fait partie aussi de mon background. Vous avez évidemment entendu parler des médias sociaux, à moins que dans les 5 dernières années, vous étiez caché dans une grotte. Twitter et Facebook, qui sont les fiers représentants de ce phénomène, ont eu une montée fulgurante. On parle de 100 millions d'utilisateurs actifs chez Twitter. On parle de 800 millions d'utilisateurs actifs chez Facebook. Donc, on parle d'une masse incroyable de consommateurs et d'utilisateurs. Sur Twitter, on parle de 230 millions de messages par jour. Donc, c'est pas banal. Et sur Facebook, vous voyez plus de 2 milliards de likes, plus de 2 milliards d'items qui reçoivent un like ou un commentaire aussi à chaque jour. Donc, encore une fois, énormément d'activités. Qu'est-ce que ça veut dire, toute cette activité, justement? C'est qu'il y a certainement quelque chose à faire, quelque chose à interpréter. Donc, pourquoi est-ce que les gens font ce qu'on appelle un status update ou une mise à jour sur Twitter ou sur Facebook? Je réfléchis à ce phénomène-là depuis déjà 3 ou 4 années et je me suis rendu compte que les gens utilisent les médias sociaux pour exprimer ce qui les rend différents.
Donc, chaque chose, et ça peut être des tout petites choses, je mange un sandwich, mais ça fait déjà différent de tes amis, mais ça va jusqu'à je vais me marier l'année prochaine ou je viens d'avoir un enfant, qui sont des événements très importants dans la vie. Mais fondamentalement, si vous êtes des utilisateurs de ces réseaux-là, vous allez remarquer, on exprime en général les choses qui nous rendent différentes là-dedans. Et donc, à travers tous ces besoins exprimés, ces humeurs, ces événements de la vie, on retrouve toutes sortes de choses. Là, j'ai mis quelques exemples, puis ça fait toujours sourire les gens qui disent « j'ai envie de me marier » ou il y a des choses très personnelles qui sont exprimées là-dedans et publiquement aussi. Donc, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est une fois qu'on voit cette quantité énorme d'informations dans les médias sociaux, c'est comment est-ce qu'on la géolocalise? Comment est-ce qu'on l'utilise localement, que ce soit un quartier, une ville, une province, un pays? Donc, de plus en plus, ces grands réseaux-là s'intéressent à la géolocalisation, aident et forcent même les utilisateurs à se géolocaliser parce qu'ils réalisent que le marché publicitaire local va être très important. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais uniquement en Amérique du Nord, le marché publicitaire pour les annonceurs locaux, uniquement dans les pages jaunes, par exemple, c'est 14 milliards de revenus. Donc, évidemment, un Facebook, un Twitter regardent ce marché-là, se disent comment est-ce qu'on fait pour se servir des publicités qui vont être géolocalisées, et c'est certainement en demandant aux utilisateurs de se géolocaliser. Donc, on parle de deux types de géolocalisation que nous avons identifiés. Donc, il y a la géolocalisation explicite, qui est la géolocalisation qui est indiquée par l'utilisateur, que ce soit dans son profil ou que ce soit dans un message particulier. Donc, j'ai mis mes deux exemples dans Facebook et dans Twitter où je m'identifie comme étant de Montréal. Et de plus en plus, les messages individuels vont pouvoir avoir une géolocalisation aussi, donc mettant un contexte pour un message. L'autre géolocalisation qui est très intéressante aussi et qui contribue à cette localisation des médias sociaux, c'est la géolocalisation implicite. Donc, on peut déterminer que les consommateurs se situent à un endroit en particulier à travers l'information qu'ils expriment finalement dans la donnée non structurée, dans le message non structuré. Que ce soit le nom d'une ville exprimé dans un message, que ce soit un quartier, vous voyez ici l'exemple de quelqu'un qui parle du plateau Mont-Royal, ou un lieu d'intérêt, le stade olympique, la place Ville-Marie, des choses comme ça. Donc, on sait que si quelqu'un parle de la place Ville-Marie, cette personne-là est à Montréal, elle n'a pas besoin d'avoir signifié qu'elle était à Montréal, on le sait implicitement. Donc, pour vous donner un exemple de l'activité, il y a une compagnie australienne qui s'appelle TrendsMap, qui s'appelle des heat maps, donc pour montrer l'activité Twitter. Donc ça, c'est rigolo. Ça permet de montrer au niveau de la géolocalisation l'endroit où se passe l'activité à Montréal sur Twitter notamment. Donc, vous avez bien compris, on parle d'énormément d'activités, on parle d'énormément de messages, on parle d'énormément de messages locaux et localisables aussi. On se retrouve, pour les amateurs de mathématiques, dont je suis, dans la loi des grands nombres. Donc, il y a tellement d'informations qui est générée dans les médias sociaux que des messages types vont se retrouver à chaque jour sur Twitter. Donc, je vais vous donner quelques exemples plus tard, mais grosso modo, si à New York, quelqu'un exprime un besoin, par exemple, il se dit « j'ai faim », et il y a à chaque jour à New York un certain nombre de personnes qui expriment ce désir. À chaque jour, ce nombre va se répéter parce que justement, on est dans la loi des grands nombres. Donc, ça devient prévisible quotidiennement. Donc, nous, quand on a vu tout ça, on a pris notre ADN de recherche locale, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer avec l'évolution, l'arrivée des médias sociaux dans un monde où, auparavant, le consommateur recherchait des entreprises dans des sites comme Google ou les sites des pages jaunes, et on s'est rendu compte que le modèle est en train de se renverser et les gens vont se mettre à exprimer de plus en plus de besoins et ils vont attendre que les marchands viennent leur répondre pour satisfaire leurs besoins.
Donc, Needium, c'est un peu cette idée-là. Needium, c'est la contraction de need et medium, donc le médium des besoins. Et ce qu'on fait, c'est que, d'abord, on indexe les flux d'activité publique des médias sociaux. Aujourd'hui, Twitter. Et Twitter, c'est 99% de tous les messages sur Twitter sont publics. Donc, tout à l'heure, on parlait de 230 millions de messages qui sont disponibles. On géolocalise cette information-là de façon explicite ou implicite, comme je vous l'ai mentionné. Par la suite, on filtre par catégorie d'entreprise basée sur les besoins des consommateurs qui sont exprimés. Je vous donne un exemple. Vous avez certainement vu des gens dans votre réseau d'amis ou de contacts qui ont demandé des recommandations. Donc, est-ce que quelqu'un peut me recommander un plombier? J'ai une fuite chez moi. Je vais à Los Angeles la semaine prochaine, je cherche un hôtel. Donc, on voit de plus en plus de ce genre de besoins exprimés là. Et nous, ce qu'on fait, c'est que justement, on les filtre par catégorie d'entreprise et on aide les PME locales à rejoindre ces consommateurs-là. Donc, on crée un compte Twitter pour, par exemple, un restaurant sushi. Et si quelqu'un sur Twitter dit publiquement « ce soir, je mangerai vraiment des sushis », nous, on intervient au nom du marchand pour suggérer finalement le restaurant sushi et donc inciter la personne à venir manger des sushis chez nous, au nom du marchand. Donc nous, en arrière, on est complètement transparent. Et la réaction est très intéressante. Les gens, dans les médias sociaux, sachant que les messages sont publics, d'avoir une réponse de leurs commerçants locaux, ils se sont très excités parce que finalement, ça leur montre qu'il y a une écoute, ça leur montre qu'il y a des commerçants qui sont des humains et qui ont envie de répondre à leurs besoins. Donc, vous comprenez que ça renverse complètement le modèle auparavant où on devait, comme consommateur, aller identifier un restaurant sushi sur Google ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, on n'a qu'à exprimer un besoin et il y a des marchands qui peuvent commencer à répondre à ces besoins-là. Donc, juste pour vous donner une idée de la taille de notre entreprise, aujourd'hui, on indexe sur les 230 millions de messages de Twitter 12 millions de messages, donc quotidiennement, dans 100 villes en Amérique du Nord, parce qu'on a des canaux de vente, donc on a des revendeurs de notre produit à travers l'Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. En général, des grands groupes médias comme des journaux. On a créé 100 catégories d'entreprises, donc hôtels, restaurants, bars, avocats, des choses comme ça. Et notre grande réalisation dans tout ça, c'est que quand on commence à géolocaliser Twitter, donc avec la géolocalisation implicite et explicite, on se rend compte que Twitter, en fin de compte, c'est une place de marché local. Donc, on trouve énormément de messages locaux. Par exemple, 125 000 messages à Montréal à chaque jour, 700 000 à Atlanta, 1 million à Los Angeles. C'est la même chose à Londres, en Angleterre. Donc, on voit 1 à 1,2 million de messages par jour. Et avec cette quantité d'informations à filtrer, on trouve de tout pour tous les commerçants. Je vais vous montrer quelques exemples. Les gens qui disent qu'ils ont faim à Los Angeles. Donc, I'm hungry. Ce simple message sur Twitter, plus de 500 personnes par jour à Los Angeles vont dire « j'ai faim ». Donc, ces gens-là expriment un besoin vraiment à très court terme de dire « j'ai besoin de manger quelque chose ». Donc, il y a moyen d'intervenir et de leur faire des suggestions. Oups, trop vite. Embarré dehors, donc, qui est le titre de la présentation. Des gens qui sont à New York et qui disent « je viens de m'embarrer en dehors de ma maison, de mon bureau ou de ma voiture ». On parle de 30 personnes par jour à New York qui disent ça, qui ont besoin en temps réel d'un serrurier pour intervenir, pour les aider à rentrer dans leur voiture ou dans leur maison. Mal de tête à Atlanta. Des gens qui se plaignent publiquement sur Twitter d'avoir un mal de tête et qui sont basés à Atlanta. 300 personnes à Atlanta disent qu'ils ont un mal de tête présentement. Évidemment, encore une fois, des belles opportunités. J'ai fait le même exercice à Londres et j'ai trouvé 200 personnes uniquement pendant la nuit qui se plaignaient de maux de tête à Londres. Donc, à partir de 7 heures le soir jusqu'à 7 heures le matin, les gens vont dans les médias sociaux pour exprimer ce genre de choses-là. Dents de sagesse qui fait mal. À Washington, D.C., 25 personnes se plaignent de leurs dents de sagesse. Pas les dents en général, de leurs dents de sagesse spécifiquement.
Donc, une belle possibilité d'intervention pour des dentistes, pour aider des gens qui ont vraiment une douleur. Et un exemple plus canadien, à Toronto, des gens qui disent « il faudrait vraiment que je fasse le ménage chez moi. Ma maison est un bordel. J'attends de la visite », des choses comme ça. On parle de 20 personnes à Toronto qui disent spécifiquement qu'ils ont besoin de faire le ménage chez eux. Donc, la grande découverte pour nous, quand on a créé cette compagnie-là, on ne savait pas qu'il y avait toute cette quantité d'informations-là. On avait des hypothèses, mais on s'est rendu compte que ça fonctionnait vraiment. On gère présentement 400 clients à travers l'Amérique du Nord. C'est que, et ça c'est directement tiré de ClueTrain Manifesto, donc que vous connaissez peut-être et que je recommande, qui a été écrit déjà il y a plus de 10 ans. Donc, les marchés sont des conversations. Et ce que les auteurs de ce livre-là disaient il y a 10-12 ans, c'est que auparavant, avant l'arrivée de la production de masse et de la communication de masse, il y avait des conversations une à une sur les places de marché entre les consommateurs et les commerçants. Et ces conversations-là se passaient sans filtre. Donc, il n'y avait pas de filtre de la publicité, il n'y avait pas de filtre des relations publiques. Et donc, la montée d'outils de conversation comme Facebook et Twitter, des outils publics, Twitter plus que Facebook, évidemment, Facebook qui est un peu plus privé, permet maintenant l'arrivée de nouveau de la place du marché qu'on a perdu là, au cours du 20e siècle. Donc, ce que je veux vous laisser aujourd'hui comme réflexion, c'est que nous, on a commencé à explorer justement les médias sociaux pour essayer de trouver un angle géo. Et évidemment, bon, la quantité d'informations qui est générée, c'est un incontournable. Donc, et on se rend compte de plus en plus que le géo, c'est une partie aussi incontournable des médias sociaux. Donc, la grande question pour vous, c'est dans votre projet, est-ce qu'il y a un angle social? Est-ce que vous pouvez soit utiliser les consommateurs, les utilisateurs pour vous aider à atteindre votre but, ou même utiliser du contenu qui est déjà existant, qui est produit en quantité massive pour atteindre votre but. Voilà. Merci. S'il y a des questions, on a le temps. Très intéressant. J'aimerais avoir ton opinion à savoir sur dans le cas des médias sociaux, on voit que les gens expriment un certain nombre d'états d'âme. Est-ce que selon toi, c'est fait présentement dans un optique? Quel pourcentage des gens qui le font dans un but de je veux m'exprimer, j'ai besoin de m'exprimer, peut-être je le fais passer directement avec des gens, j'ai besoin de partager mon état d'âme, et ça se fait dans ce but-là, et dans quelle mesure c'est utilisé délibérément dans un but, j'exprime ceci parce que je veux avoir un feedback au niveau commercial. Oui. Je dis j'ai faim, je le dis pas, est-ce que je le dis parce que je veux simplement m'exprimer ou je le dis parce que je recherche une recommandation d'un marchand, d'un ami qui va me dire, ben va à telle place, c'est bon. C'est quoi la proportion? J'ai comme l'impression qu'au départ, l'objectif n'était pas commercial. Je ne faisais pas ça parce que je voulais avoir une recommandation d'un restaurant, d'un hôtel. Et est-ce que ça commence à être utilisé comme un outil de recherche, comme je cherche sur Google un hôtel? Maintenant, au lieu de faire ça, je le fais en disant, j'ai besoin d'un hôtel, j'attends de voir. Est-ce qu'il y a cette tendance-là qui s'installe? Donc, il y a effectivement, quand on voit un besoin explicite, donc où la personne demande spécifiquement, est-ce que vous pouvez me recommander un hôtel à San Francisco? Ça, c'est clair que les gens font une recherche locale, donc demandent à leur réseau, et là, ça, c'est très clair. Dans le cas d'un besoin implicite, évidemment, la réponse à un besoin implicite comme j'ai faim va être plus soft. Dans les médias sociaux, on ne peut pas faire une réponse marketing. C'est sûr parce que le consommateur va décrocher tout de suite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on engage une conversation en posant une question, en disant « De quoi avez-vous envie ce midi? » Donc, c'est un compte, ça peut être un restaurant sushi, mais le restaurant sushi dit « De quoi avez-vous envie ce midi? » Donc, il n'y a pas de message commercial. Et en général, on va avoir une réponse. Et ce qu'on fait finalement, c'est qu'on passe très rapidement à travers ce qu'on appelle AIDA là, en marketing, attention, intérêt, désir, action.
Donc, on amène à l'attention de l'utilisateur sur Twitter le fait que nous existons comme une façon de répondre à son besoin. Donc, ça, c'est la première partie de la réponse. J'ai faim, c'est pas trop compromettant, donc les gens réagissent bien. On a fait des tests avec des choses qui sont un peu plus personnelles parce que les gens expriment des choses très, très personnelles. Quelqu'un est mort dans leur famille, des pensées suicidaires, des choses comme ça. On ne peut pas approcher ces gens-là avec une offre commerciale ou avec une conversation, par exemple. Quelqu'un qui dit « ma grand-mère est morte », ben, si tu l'approches avec un salon funéraire, elle va trouver ça un peu bizarre. Donc, il faut être prudent dans notre approche. Il faut avoir développé cette sensibilité-là selon le message qui est exprimé, justement. Et, dans certains cas, complètement éviter le message, même si notre algorithme retourne ce message-là comme étant pertinent. Nos humains en arrière, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est des humains qui répondent aux messages, c'est des gestionnaires de communauté. Ce n'est pas une machine qui envoie des messages. Il y a un gestionnaire de communauté qui écrit une réponse au nom du marchand à travers le compte du marchand. Donc, il y a une barrière qu'on ne peut pas franchir là où les gens sont plus dans leur intimité et qui, justement, ils exprimaient ça, pas dans le but d'avoir un message commercial. À quelle mesure est-ce que vous prévoyez automatiser les réponses? Il y a des bonnes chances qu'on le fasse jamais, justement parce que ça brise la relation dans les médias sociaux. Quand on réfléchit aux produits en arrière, je suis responsable du produit comme gestionnaire de produits chez Medium. Notre but, c'est de faciliter le travail des gestionnaires de communauté. Donc, de s'assurer qu'on, un peu comme un centre d'appel, où est-ce qu'on pousse les bons messages vers eux, mais qu'eux soient le plus productifs possible pour pouvoir répondre au bout de la chaîne. Mais le but, c'est de jamais remplacer le dernier message par une machine, parce qu'il y a des compagnies qui ont essayé de le faire, notamment sur le marché américain. Et le consommateur, l'utilisateur des réseaux sociaux le voit tout de suite. Le voit tout de suite que c'est pas un humain en arrière, que c'est une machine, parce que l'humain fait des blagues, pose des questions, a une certaine empathie, veut être utile, alors que la machine, elle, fait simplement garrocher des messages comme ça. J'ai manqué le début de la conférence. Vous êtes combien d'employés à répondre justement On a 4 gestionnaires de communauté. seulement? Oui. Qui répondent à combien de messages? En fait, on le voit d'un autre côté. Nous, dans notre offre de service, on ne garantit pas un certain nombre dans notre produit de base. On ne garantit pas un nombre de messages par jour. Donc, on dit, si on voit des belles opportunités pour vous, on va y répondre, mais on ne garantit pas de minimum. Et on est en train de développer un produit, ou en fait une offre de service, où on va garantir un certain nombre de messages, mais ça va coûter plus cher qu'aujourd'hui. On charge entre 100 et 200 $ par mois pour le service. Ça sera un produit à 300 ou 400 $ par mois. Là. Question, M. Bergeron. Est-ce que les gens de Chicago ont plus mal à la tête que le monde de New York? Ou si vous voyez des tendances, des différences entre les marchés? Non, pas vraiment. En fait, c'est ça qui est assez fascinant, sauf quand la météo est vraiment différente, là, et où il peut y avoir des besoins différents à Phoenix versus à Montréal pendant l'hiver. Ce genre d'expression de vie qui peut se produire n'importe où en Amérique du Nord, c'est proportionnel au volume de messages qu'on indexe. Donc, on s'est rendu compte qu'entre 10 et 15 % de tous les messages indexés ont rapport au divertissement, à la bouffe, au voyage ou des choses comme ça. Donc, les gens parlent évidemment beaucoup de bouffe. Là. Notre service fonctionne très, très bien avec les restaurants puis les bars, là, notamment. Là. Mais non, on voit une certaine proportionnalité qui se répète dans chaque ville d'Amérique du Nord. Dernière question, Martin. Oui, en fait, on utilise leur API, qui est public et disponible. Si aujourd'hui quelqu'un veut recréer ça, oui, Twitter a des limites sur son API. Nous, on a rencontré Twitter plusieurs fois pour leur montrer qu'est-ce qu'on fait. Ils aiment beaucoup ce qu'on fait parce qu'on aide les PME à onboarding là, dans les médias sociaux. Et donc, on a une entente tacite où on a accès à un peu plus de ce qu'ils appellent le firehose là, de leur API. Oui, tout à fait.
On n'a plus le temps pour les questions. On va passer à notre prochain conférencier. Merci.